Très bien, donc dans cette quatrième et dernière session, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'influence qu'ont exercé les auteurs pragmatistes classiques sur les théories et les pratiques managériales, influence qui est souvent sous-estimée parce que elle ne s'est pas exercée, sauf exception dans le cas de la gestion des institutions éducatives, et avec l'expérimentation d'écoles par notamment John Dewey, mais dans la plupart des cas, cette influence est exercée de manière indirecte, pas directement par les philosophes pragmatistes classiques, mais à travers des personnalités qui ont été à la fois des compagnons de route, des pragmatistes et des truchements, des traducteurs du pragmatisme dans la réalité de la vie des organisations. Et donc je vais reprendre aujourd'hui un peu la même approche historique qu'à la première session, mais la première session était centrée sur l'histoire des idées philosophiques, et aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à l'histoire des idées managériales. Et on va voir qu'il y a un très grand parallélisme entre les deux, avec un décalage dans le temps qui est assez significatif. Et on va voir que la révolution anti-cartésienne dont j'ai parlé à la première session, la critique très radicale et très systématique de la tradition idéaliste de la philosophie européenne, de la tradition idéaliste et rationaliste, très bien formulée comme on l'avait vu d'une part par Platon puis par Descartes, eh bien cette critique, cette révolution anti-cartésienne, anti-idéaliste, elle va se doubler dans le temps, dans le champ de la vie des organisations, de la vie pratique, d'une révolution anti-taylorienne. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, comme je le disais, l'influence des pragmatistes sur les idées et les pratiques du management s'est exercée à travers des personnalités qui ont été à la fois des familiarisées avec les idées pragmatistes et en même temps actives dans le champ du management, soit des organisations publiques, soit des entreprises privées. Et je ne citerai que quelques exemples, sans prétendre être exhaustif aujourd'hui. Le premier exemple que je vais citer est Mary Parker Follett, que Peter Drucker avait baptisé prophète du management, du fait de à la fois la très grande clairvoyance de son travail, de ses idées, et le caractère assez anticipateur de ses idées, d'où le terme de prophète, et en même temps l'influence qu'elle a exercée de son vivant sur le monde du management de son époque, qui ensuite a été un peu oublié et a fait un retour en force depuis les années 80-90. Alors, qui est Mary Parker Follett ? Donc, elle a vécu de 1868 à 1933. C'était une femme extrêmement douée, extrêmement talentueuse, qui avait tout pour entrer à l'université de Harvard. Elle était de Nouvelle-Angleterre, comme beaucoup des pragmatistes historiques. Mais sauf que Harvard, à l'époque, l'université de Harvard n'était pas ouverte aux filles, aux femmes. Et comme Harvard était très critiqué pour cette discrimination de genre, les responsables de l'université avaient ouvert une espèce de Harvard bis, Radcliffe College, qui était le Harvard pour les femmes, avec les mêmes enseignants, les mêmes enseignements. Et Mary Parker Follett a été l'une des premières diplômées en 1898 de ce Radcliffe College. Pour les mêmes raisons de discrimination de genre, quelqu'un d'aussi doué que Mary Parker Follett n'avait guère accès aux positions exécutives, aux positions de direction dans les grandes organisations publiques ou privées américaines de l'époque, d'où le fait probablement qu'elle a essentiellement fait une carrière de consultante et de conseil auprès d'entreprises, aussi bien d'entreprises privées. Quelques-uns des plus grands patrons privés de l'époque étaient des familiers comme Henry Denison, des familiers de Mary Parker Follett et de ses idées, ou auprès de grands organismes publics. Et elle s'est beaucoup inspirée de la pensée pragmatiste, notamment de William James et John Dewey, et elle s'est également inspirée de la Gestalt théorie, de la psychologie de la Gestalt allemande, qui était sa deuxième grande source d'inspiration. Au plan pratique, elle a eu une très riche expérience de négociation,
parce qu'elle était un membre pivot du Massachusetts Minimum Wage Board, qui était l'organisme qui, au niveau de l'État du Massachusetts, était l'enceinte de négociation des salaires, des conventions salariales entre les représentants des syndicats, les représentants des employeurs et les autorités publiques. Et puis elle a été fondatrice du Boston Placement Bureau, qui était un organisme chargé de rapprocher, c'était l'idée de Mary Parker Follett au départ, de rapprocher les organismes de formation, les universités et les employeurs pour faciliter, adapter le système de formation aux besoins de l'emploi et améliorer l'employabilité des diplômés. Et enfin, elle a été conseillère personnelle du président Theodore Roosevelt pour la gestion de ce qu'on appellerait aujourd'hui les ONG, les organisations à but non lucratif. Au-delà de cela, d'ailleurs, elle avait une réelle influence sur le président Theodore Roosevelt. Alors, les idées clés qu'elle a défendues, bon, il y en a beaucoup, je ne vais pas prétendre résumer l'ensemble de l'œuvre de Mary Parker Follett aujourd'hui. Je citerai 4 idées qui ont joué un rôle très important à la fois dans ses écrits et dans son activité de conseil. Première idée, ce qu'elle appelait la loi de la situation. Elle a beaucoup insisté sur l'importance des situations pour la direction et le management d'entreprise. Et en insistant sur un point, c'est que les situations ne sont pas données. Ce ne sont pas des environnements objectifs qui sont donnés par les circonstances. Elle disait en fait, les situations sont construites par les acteurs, notamment par les managers et les dirigeants. Et donc la définition de la situation fait partie des marges de liberté et de responsabilité des dirigeants et des managers. Il faut qu'ils travaillent avec les situations plutôt que dans les situations, en considérant la situation comme un milieu intangible et donné. Deuxième idée qu'elle a défendue, c'est celle de l'expérience créative. Elle explique que lorsqu'on est plongé dans l'expérience, le futur est toujours pluriel. C'est-à-dire que les situations sont toujours porteuses d'une pluralité de futurs possibles. Bien que souvent, lorsque l'on s'intéresse au déroulement des événements ex post, a posteriori, on se laisse berner par ce qu'elle appelait les illusions rétrospectives. C'est-à-dire le fait que rétrospectivement, on a l'impression qu'il y a eu des enchaînements cause-effet univoques, déterministes. Mais elle dit en réalité, quand on est avant l'événement, quand on est plongé dans la situation et qu'on s'intéresse au futur, les futurs sont multiples, les futurs possibles sont multiples, et on peut même en inventer des nouveaux. D'où cette notion de créativité de l'expérience. La liste des futurs n'est pas donnée, et on a la possibilité d'inventer des nouveaux possibles. Troisième idée clé, celle de réponse circulaire ou d'intégration. Elle explique que elle critique la vision intersubjective, c'est-à-dire qui ramène la vie des organisations à des interactions entre sujets psychiques. Elle dit non, mais les acteurs ne se répondent pas les uns aux autres. Ce sont des relations qui répondent à des relations. Donc elle a une approche radicalement relationnelle, ontologiquement, épistémologiquement, radicalement relationnelle, comme les pragmatistes, notamment on l'avait vu à propos de John Herbert Mead. D'où la fameuse citation que j'ai déjà évoquée dans les sessions précédentes. I never react to you. It is I plus you reacting to you plus me. C'est-à-dire dans la manière dont moi j'agis et je perçois les choses dans la situation, vous les autres êtes déjà présents parce que ce que je suis à l'instant T résulte de toute l'historique de mes relations avec autrui, avec les autres, avec mes partenaires, avec mes adversaires, etc. Response is always response to a relation. Donc, les réponses sont des réponses relationnelles à des relations. Et elle ajoute que l'innovation, l'invention, la nouveauté émergent précisément de la mise en relation, d'où cette notion d'intégration créatrice, dans laquelle elle dit ne nous laissons pas non plus là limiter par la vision classique de la coordination comme étant la coordination étant une espèce de recherche de compromis statique entre la position A et la position B, trouver une espèce de milieu du guet
entre la position de A et de B, ce qu'elle appelle les compromis. Elle dit non, en réalité, la vie dynamique des organisations et la capacité de créer passe par le fait que notre interaction, nos échanges, etc., nous font inventer des possibilités nouvelles que seuls nous n'aurions pas trouvées. Et enfin, dernière idée, la communauté est le locus de la socialisation. Je passe très vite. Elle insiste beaucoup sur l'importance de la dimension de la communauté. Idée qu'on va retrouver chez beaucoup d'auteurs de l'époque et qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans le mouvement des communautés de pratique. Deuxième canal, ce que j'ai appelé les Reflective Managers, c'est un canal pluriel, je les ai un peu regroupés, mais en fait ce sont des canaux différents, et je citerai notamment 3 exemples. Premier exemple, c'est Chester Barnard. Chester Barnard est un grand patron de la première moitié du XXe siècle. Il a été directeur dans le groupe Bell Telephone, et puis en fin de carrière, président de l'une des principales divisions de Bell Telephone, la New Jersey Bell Telephone Company, qui existe encore et qui s'appelle Verizon. Très inspiré par le travail de John Dewey, notamment sur la théorie de l'enquête. Et il a écrit un livre qui est l'un des grands classiques de l'enseignement du management aux États-Unis, un peu moins connu en France, mais quand même assez connu aussi, The Functions of the Executive, dans laquelle, comme le titre l'indique très explicitement, il s'intéresse aux fonctions du dirigeant. Et en particulier, il théorise l'organisation formelle, il distingue organisation formelle, organisation informelle, mais non pas pour les opposer l'une à l'autre, mais pour expliquer que l'organisation formelle, en fait, c'est une espèce de médiation sémiotique, pour reprendre les termes des pragmatistes, une espèce de cadre médiateur au service de l'organisation informelle, du fonctionnement réel de l'organisation, mais c'est un cadre de coopération, c'est un cadre régulateur, en somme, l'organisation formelle. Il est très connu notamment pour sa théorie de l'autorité, dans laquelle il distingue entre l'autorité et le pouvoir hiérarchique. Il dit l'autorité, c'est la relation qu'un manager construit avec ses collaborateurs ou avec une équipe, lorsque les membres de l'équipe comprennent ce qu'ils font, comprennent ce que l'on attend d'eux et font sens de leur travail dans un cadre collectif. Et ceci n'a pas grand-chose à voir avec le pouvoir hiérarchique. C'est d'ailleurs plus horizontal, en fait, que vertical. Barnard, comme je le disais, est devenu aujourd'hui un des auteurs clés, un des auteurs de référence de l'enseignement de la gestion dans le monde anglophone, notamment sur les théories du pouvoir et de l'autorité. Deuxième propagateur des idées pragmatistes, c'est Donald Schoen, qui est aussi très connu dans le monde du management et des organisations. C'était un enseignant-chercheur et un consultant. Il a eu une double vie, en somme. Il a été à la fois consultant dans des grandes sociétés de conseil, puis freelance. Et en même temps, il a été enseignant-chercheur à l'université. Et il a écrit un livre qui reflète assez bien cette double qualité, qui s'appelle The Reflective Practitioner, le manager réflexif, le praticien réflexif, livre dans lequel il s'inspire de la théorie de l'enquête de Dewey pour critiquer les visions problem-solving du management, voir le manager comme celui qui dispose d'un répertoire de solutions pour un répertoire de types de problèmes. Il dit non, en fait, dès que les situations deviennent un peu complexes, et c'est très souvent le cas, dès que les situations deviennent un peu complexes, cette vision problem-solving ne fonctionne plus. Et il explique que le rôle clé du management et le rôle clé du dirigeant, c'est pas de résoudre des problèmes, c'est de définir des problèmes. Et vous voyez qu'on retrouve une des idées clés de John Dewey dans la théorie de l'enquête, qui est que l'enquête ne démarre pas d'un problème déjà constitué, que la problématisation ou l'intellectualisation de la situation, ce que Dewey appelle alternativement problématisation, intellectualisation, c'est-à-dire la définition d'un problème, est une étape clé augurale de l'enquête. Et donc, Schoen, à partir de là, va beaucoup insister sur le fait que le travail du manager ressemble au travail du chercheur. C'est un travail exploratoire, c'est un travail expérimental. De même que, dit-il, le travail du chercheur devrait ressembler beaucoup au travail du manager, c'est-à-dire la capacité de tester des idées en pratique. Troisième canal, c'est celui de la recherche-action.
C'est un peu plus complexe parce que la recherche-action, celui qu'on considère souvent comme le père de la recherche-action, Kurt Lewin, n'a probablement pas été exposé aux idées pragmatistes. Je ne crois pas qu'il ait lu les auteurs pragmatistes. Mais néanmoins, on sent que le pragmatisme était dans l'air du temps quand il a travaillé aux États-Unis sur ses idées concernant la recherche-action. Et dans la lignée de Kurt Lewin, se sont développés des courants de la recherche-action, par exemple le Participatory Action Research ou le Cooperative Action Research, qui eux sont explicitement et directement inspirés des travaux de Dewey et de Mead. Et donc on voit qu'une partie au moins de la recherche-action est très proche des idées pragmatistes. Autre canal, c'est celui du Tavistock Institute. Le Tavistock Institute, c'est un institut qui s'est créé à Londres en 1947 et qui a développé l'approche socio-technique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche socio-technique, qui est plus ou moins au carrefour de la théorie des systèmes et de l'école des relations humaines. Et en particulier, a été développée une méthodologie pour le design participatif des organisations, la conception participative des organisations, méthodologie qui est baptisée Search Conference, qui a été mise en œuvre dans beaucoup d'entreprises dans le monde, notamment à l'initiative de deux des membres les plus influents du Tavistock Institute, deux Australiens, Emery et Trist, et qui, eux, se réfèrent explicitement à la théorie de l'abduction de Peirce. Alors, troisième grand canal d'influence, c'est le mouvement de la qualité. Et là, je vais m'y attarder un peu plus parce que je pense que c'est le plus spectaculaire du point de vue du parallélisme entre la critique du cartésianisme au niveau philosophique et la critique du taylorisme ou des écoles rationalistes en management du point de vue des pratiques managériales et de la vie des organisations. Alors, à l'initiative sous-jacent à tout ce mouvement, je vais expliciter un peu ce qui me paraît être une similitude frappante, une convergence frappante dans deux sphères de pensée différentes entre le cartésianisme et le taylorisme. On se souviendra de la première session de ces 4 sessions que le cartésianisme met en avant des dualismes et notamment la séparation entre le corps et l'esprit, entre l'action qui est plutôt du côté du corps et la pensée qui est du côté de l'esprit, entre conception et réalisation, etc. Et que le cartésianisme recommande de fonder la connaissance sur des représentations logiques du monde. Descartes finalement nous dit la seule garantie de vérité, c'est le fonctionnement logique de l'esprit. D'où l'idéal de Descartes qui consiste à dire, mais en fait, la vérité complète et totale sera atteinte lorsqu'on sera capable de mathématiser l'ensemble du monde. Alors, évidemment, ça pose des problèmes dans certains champs, par exemple, celui des êtres vivants, c'est pas facile, d'où la théorie des animaux-machines de Descartes. Et donc, cette idée de fonder la connaissance sur la représentation logique et sur la mathématisation du monde. Si on réfléchit au travail de Frédéric Taylor, dont je ne suis pas sûr qu'il ait lu Descartes, mais qui est très en convergence avec les idées de Descartes, on pourrait résumer le travail de Taylor en disant qu'il a porté le dualisme cartésien et les idées de Descartes du niveau d'une philosophie du sujet chez Descartes au niveau d'une réflexion sur le fonctionnement socio-organisationnel, le fonctionnement des organisations dans la société, au début du XXe siècle. Taylor nous dit, il y a ceux dont le métier est de penser, de concevoir, de décider, qui sont en gros les décideurs, les dirigeants, les managers, les experts sur lesquels ils s'appuient. Et ceux dont le métier est de faire. Et faire, ça n'est pas penser. Exécuter n'est pas concevoir. Et ça, c'est une idée clé de Taylor, de dire il faut séparer les deux. Il faut séparer les deux fonctionnellement, il faut séparer les deux socialement. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui font les deux. Donc,
une idée pour Taylor essentielle, un principe essentiel, c'est que l'intelligence du faire est extérieure au faire. Ce sont des experts qui conçoivent et qui quantifient, et là, le principe de quantification très important chez Taylor, il faut, pour rationaliser, il faut quantifier. On retrouve cette idée de mathématisation du monde de Descartes. Les experts conçoivent et quantifient l'exécution des tâches. Alors, on ne s'étonnera pas du fait de ce parallélisme que très tôt, dès 1916, c'est-à-dire 5 ans, je crois, après la sortie de Scientific Management de Frederick Taylor, John Dewey ait ressenti la nécessité d'exprimer, de formuler une critique en règle du taylorisme, qualifié de auto-qualifié, mais le label qui est repris par Dewey ici, de scientific management, gestion scientifique, avec cette prétention à la scientificité. Dès 1916, dans Democracy and Education, John Dewey, sur quelques pages, critique le taylorisme. Je ne reprendrai ici qu'une citation, mais il fait une critique en règle assez profonde. Ici, il dit « Much is said about scientific management of work ». On dit beaucoup de bien de la gestion scientifique du travail. C'est une vision étroite qui restreint la science, on pourrait dire presque entre guillemets, la science qui est censée assurer l'efficience des opérations au mouvement des muscles, à l'effort physique. Alors que la principale opportunité pour la science, le principal champ de développement, c'est la découverte des relations qu'entretient un être humain avec son travail, y compris les relations qu'il a avec les autres êtres humains qui participent à la même activité. Ces relations qui vont mobiliser son intérêt intelligent, créatif, dans ce qu'il est en train de faire. L'efficience dans la production est réduite à une routine mécanique si par hasard, si les travailleurs, les salariés, ne voient pas les relations techniques, intellectuelles et sociales qui sont engagées dans son activité, dans ce qu'ils font, dans leur activité. Et si ils ne mobilisent pas leur activité sur la base de la motivation que leur fournit cette compréhension, cette perception du sens de la globalité du travail auquel ils participent. Et là arrive la dernière phrase qui est pour moi la phrase clé de cette citation. La tendance à réduire des choses telles que l'efficience de l'activité et le management scientifique à de purs apports techniques externes et l'évidence, la preuve de la sensibilisation biaisée, le développement biaisé de la pensée inculqué aux personnes qui sont en charge, qui ont le pouvoir sur l'industrie, qui sont en charge de contrôler l'industrie. Alors, on voit très bien dans cette citation l'angle d'attaque de Dewey. Vous voyez que ce n'est pas un angle d'attaque humaniste au sens, il n'est pas en train de dire, comme l'ont dit certains critiques de Taylor, avec le taylorisme, on surexploite, ce qui est aussi vrai, mais je veux dire, c'est pas l'angle d'attaque adopté par Dewey de dire on impose des rythmes de travail, des tâches, etc. Parce que ça n'est pas totalement vrai. Taylor est très préoccupé du bien-être. Il faut le dire les choses comme elles sont. Taylor n'est pas une brute. Il est assez préoccupé du bien-être des travailleurs. Et d'ailleurs, il y a un volet ergonomique dans son travail. Mais l'angle d'attaque de Dewey, c'est vraiment ce problème du fait que le taylorisme soumet l'expérience des acteurs, ce qu'il appelle intelligent interest in what he is doing, soumis au savoir théorique rationnel d'experts qui ne sont pas les acteurs, purely technical externals. Et on voit que dans cette critique de Dewey, j'ai repris les images que j'avais utilisées à la première session, on retrouve exactement dans ce que critique Dewey et qu'il voit dans Taylor, une idée qu'on avait déjà identifiée chez Platon, dans le Ménon, le dialogue intitulé Le Ménon, dans laquelle Platon faisait dire à Socrate, la science doit enchaîner, ligoter l'expérience, et elle est supérieure à l'expérience. Tant qu'on est uniquement dans le jugement pratique fondé sur l'expérience, on est toujours susceptible de se tromper.
En revanche, si on arrive à enchaîner cette expérience par le savoir scientifique, par des chaînes logiques, à ce moment-là, on est sauvé. Et c'est cette idée-là qu'on retrouvait dans la bande dessinée Calvin et Hobbes que j'ai utilisée dans la même session, quand en conclusion de cette bande dessinée, le gamin dit « Well, I prefer to trust the experts ». Le savoir des experts est plus fiable et supérieur au savoir de l'acteur fondé sur son expérience d'acteur. Et donc c'est ça que Dewey critique dans Democracy and Education quand il attaque le scientific management de Frédéric Taylor.